Bonjour, nous sommes le vendredi 21 février 2014 et vous voyez les nouvelles, vous voyez ce qui se passe en Ukraine. Ça m'a occupé une grande partie de la journée d'hier. Hier à midi, je suis allé au Salon du Livre à Bruxelles et où j'ai eu une discussion dans sur une de ces petites salles de conférences improvisées qui se trouvent là. Le jour précédent, j'étais intervenu au Parlement européen à l'invitation du groupe des Verts. Nous avons parlé de la cohésion sociale qui disparaît dans des temps comme ceux-ci. J'ai attiré l'attention sur le fait que les gens qui nous dirigent et qui nous imposent des solutions comme l'austérité, etc., savent ce qu'ils font. Ils savent que ce sont des choses destructrices de la cohésion sociale dans les pays. Pourquoi? Parce que c'est déjà arrivé avant et ça a eu le résultat qu'on connaît. Alors, c'est pas comme s'ils faisaient ça accidentellement. Alors, aussi, quand on nous décrit les solutions qui sont prises, qui sont improvisées par les populations en Espagne, en Grèce, au Portugal, il ne faut pas se leurrer, ce sont des réactions pathétiques aux situations qui sont imposées aux populations, à des politiques dont on sait, parce qu'on les a imposées du côté de la Banque mondiale et du côté du Fonds monétaire international, on les a imposées pendant 50 ans ou plus, et on sait que ça fait baisser le niveau d'éducation dans les populations, on sait que ça fait baisser l'espérance de vie là où c'est appliqué. Alors qu'on ne dise pas que c'est accidentel. Non, l'austérité, ça tue. L'austérité, ça fait baisser le niveau d'éducation, ça fait baisser la durée de la vie. On sait ça. Voilà. Alors on peut l'appeler compétitivité, mais c'est la même chose. Compétitivité, c'est le moins-disant salarial. C'est le parallèle du moins-disant fiscal que sont les paradis fiscaux. C'est du même niveau. La compétitivité, c'est du même niveau que les paradis fiscaux. C'est pas de l'ordre de la solution. Alors il y a donc l'Ukraine et ces scènes déchirantes dont on peut voir des photos. Je vous en ai mis hier une des moins sanglantes qui circule. Mais il y a la Thaïlande, il y a la République centrafricaine, il y a le déchirement au Venezuela. Tout ça a déjà existé, je dirais, on a déjà vu des choses comme ça, mais il est difficile maintenant de ne pas voir le fil rouge entre des événements comme ceux-là, qui sont là, comment dire, un certain triomphe du capitalisme, encore qu'il est dans un tel état que c'est un triomphe, c'est une victoire à la Pyrrhus, parce qu'il est au niveau du fonctionnement de la finance qui est comment dirais-je, son fleuron et le système sanguin de ce qu'il fait. Ce système est tellement abîmé que on ne sait pas comment il faudrait même le réparer, si ce n'est par des mesures drastiques qui changeraient la nature de ce système capitaliste. Bon, dont on sait que le cœur c'est le capital, c'est l'argent qui manque à sa place. Alors le fil rouge, c'est donc la destruction de la nature du monde qui est le nôtre en arrière-plan, mais à l'avant-plan cette finance qui est encore mue essentiellement par la spéculation. Et ça c'est quand j'ai commencé à proposer une interdiction à la spéculation il y a 5, 6 ans, 7 ans, on m'a dit oui mais quoi, etc. Et j'avais dit le test c'est celui-ci. Parlez-en à un banquier, trouvez un banquier devant vous et dites on va interdire la spéculation et voyez sa tête. Vous verrez si c'est mineur, si c'est un codicile, si c'est quelque chose d'accessoire. Vous verrez à sa tête si c'est quelque chose d'accessoire. Alors la question que vous m'avez posée, que vous me posez souvent à la fin des conférences que je fais, c'est qu'est-ce que je peux faire personnellement? Et je vous donne les réponses. Mais la question se pose à moi aussi. Elle se pose à moi également.
Alors, comment est-ce que je réponds? Eh ben, je réponds de deux manières en ce moment. C'est que quand on me propose de rencontrer, et ça, c'est de plus en plus souvent, des gens de plus en plus, comment dire, de plus en plus haut placés à l'intérieur de ces systèmes, dans le cadre de rencontres privées ou de rencontres au sommet, je dis toujours oui. Je dis toujours oui. Je ne dis jamais non. Je ne me demande pas si c'est bon ou pas. Je me dis c'est une bonne chose qu'on me demande mon avis. Je suis en train de travailler sur Keynes, c'est ça l'autre chose. Et je suis en train de lire un livre et on le décrit dans les années entre les deux guerres, entre la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale. Et il est professeur d'université, il est encore consulté sur beaucoup de choses par des ministères, des machins comme ça, mais le mot qui est utilisé, c'est, voilà, il s'agite. C'est un agitateur, il s'agite, il dit ce qu'il pense et il essaie de trouver le meilleur moyen de le faire passer. Pourquoi? Ben parce qu'il a l'impression que ce qu'il peut proposer peut avoir un impact favorable. Alors la question se pose pour nous maintenant, évidemment, c'est qu'on appelle keynesianisme, des choses qui n'ont pas grand-chose avec ce que Keynes disait. Et aussi, et c'est le deuxième aspect, je ne sais pas pourquoi, mais ce qui me semble le plus urgent, c'est de travailler à ce bouquin sur Keynes. Et c'est pas seulement un livre sur Keynes, bien entendu, parce que des livres sur Keynes, il en existe, mais c'est un livre où j'essaie de faire essentiellement la chose suivante, c'est d'aller au-delà de ce qu'il a trouvé, qui était très important, mais il y a des erreurs aussi, il y a des erreurs flagrantes, il y a des manques, il y a des lacunes chez Keynes, et ce que j'essaie de faire, c'est d'apporter les briques à la construction qui manquent. Et bon, j'ai la chance de pouvoir me dire que je fais du progrès de ce côté-là. Pourquoi est-ce que Keynes, lui, n'a pas pu terminer cet édifice? Ben d'abord parce que c'était quelqu'un qui était en très mauvaise santé, très rapidement. Il avait des problèmes d'angine de poitrine, il avait des problèmes du rhumatisme, je ne sais plus comment on appelle ça, mais en tout cas c'est une affection qui détruisait son cœur et qui fait qu'en 1937 il a déjà eu une crise cardiaque extrêmement sérieuse. Et puis que bon, il est mort d'une crise cardiaque en 1946, il est mort évidemment relativement jeune, 17 plus 46, ça ne fait quoi? Ça ne fait 63 ans. Il aurait pu vivre comme ses adversaires beaucoup plus longtemps. Et alors, bon, les éléments qui manquent, par exemple, moi, ce qui me permet de bricoler quelque chose à un endroit où vraiment ça manque, l'explication, il en propose une, mais elle est vraiment très mauvaise. Ce qui me permet de comprendre ce qu'il faudrait mettre à la place, c'est le fonctionnement des Credit Default Swap. Et ça, il n'existait pas à l'époque de Keynes. Il n'avait pas cette possibilité de prendre ça comme l'illustration qui permettrait de comprendre une partie qui ne fonctionnait pas. Alors, en attendant de pouvoir, je dirais, avoir une influence plus considérable sur le cours des événements, parce que moi j'ai quand même le sentiment de pouvoir apporter quelque chose. La question m'est souvent posée, oui, mais pourquoi est-ce que l'intermondialisme, pourquoi est-ce que ça ne marche pas, pourquoi est-ce que ATTAC vient avec des propositions, mais que finalement on a l'impression qu'un mouvement comme ça est plutôt en reflux, pourquoi est-ce que tel ou tel parti en Belgique, pourquoi est-ce qu'on n'avance pas? Et là la réponse c'est que en matière justement de mécanismes financiers, toutes ces propositions faites par l'intermondialisme, ATTAC, etc., c'est de niveau autodidacte. Les autodidactes, ça peut être intéressant, mais il manque une connaissance technique des mécanismes financiers pour ça pouvoir dire exactement ce qu'il faut faire. Si on ne sait pas, alors on propose des mesures d'ordre tout à fait général, une taxe de type Tobin, une taxe sur les opérations financières, on propose de séparer les activités de spéculation de celles des autres, sans savoir exactement si la spéculation qu'on met comme ça dans un coin ne sera pas aussi nocive dans un petit coin que dans l'ensemble du système. En fait, la réponse c'est oui, bien entendu. Enfin, bien entendu pour moi. Tout ça manquait de technique. Alors, la raison, c'est probablement parce qu'il y avait très peu de banquiers qui s'alignaient avec le mouvement intermondialiste. Il y avait très peu de banquiers qui venaient conseiller ATTAC. Il faut savoir un peu comment ça marche pour faire des frappes chirurgicales, pour savoir à quel endroit il faut frapper.
Et ça peut être une mesure générale comme interdiction de la spéculation. Et là, je vous dis, mon test, quand je dis pas, mettez-vous devant un banquier et dites-lui interdiction de la spéculation. Le problème pour la population en général, c'est que on ne connaît pas un banquier à qui on peut dire ça. On ne peut pas faire le test. Alors, moi, j'ai la chance de pouvoir faire le test. Alors, je le fais au nom de tout le monde. Et je bénéficie du fait que, bon, j'ai travaillé, je ne sais plus quoi, 18 années dans ce domaine-là, un peu à mon corps défendant au départ, au point que j'étais allé trouver donc Claude Lévi-Strauss pour lui demander, lui dire, on me demande d'entrer dans la finance, est-ce que je le fais ou non? J'ai la chance, a posteriori, qui me dit oui, avec enthousiasme, en disant oui, oui, ça doit être très intéressant. C'est le genre de choses qu'il faut faire. Voilà, alors je le remercie aujourd'hui. Ce n'est pas quelqu'un que j'ai très bien connu, mais c'est quelqu'un qui a eu l'amabilité, qui me connaissait suffisamment pour me donner un rendez-vous le jour où j'avais une décision importante à prendre et consacrer tout le temps qu'il a pu à parler avec moi de cette décision-là. Voilà, à bientôt.